Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 4 mai 2020 et comme d'habitude avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc dans ce Discord vous y retrouverez un petit lexique et d'autres docs qui sont vraiment pas mal. Donc tout simplement dans la petite partie documentation, vous cliquez et vous avez le petit lexique. Donc dans ce lexique il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, surtout qu'il y a énormément de nouveaux. On est bientôt 11 000 abonnés, ça fait super plaisir, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, comme ça voilà, vous avez le petit brief dans vos abonnements YouTube. Et comme ça voilà, vous savez qu'il y a un brief, mais en tout cas c'est quotidien. Et dans ce lexique, comme je le disais, tous les termes, en tout cas énormément de termes, je peux pas tous les expliquer, mais énormément de termes sont expliqués dans ce petit lexique qui vous aidera énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires, le lien du Discord est aussi du coup pour échanger avec la communauté. On est plus de 8600, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour si vous voulez sur le Discord. Alors comme d'hab aujourd'hui, petit sommaire, donc on va pas parler du Bitcoin en weekly, aujourd'hui j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à vous faire une update weekly, ça va pas beaucoup changer, peut-être que j'en ferai une la semaine prochaine, mais pour l'instant on va se focus sur du daily. On va parler un petit peu des spread forwards comme d'hab, du Bitcoin en daily, on va parler un petit peu des risk and risk off. Aujourd'hui ça risque d'être un brief assez court, je sais que je dis souvent ça et au final c'est super long, mais la situation elle a pas évolué depuis vendredi, ou pas énormément du moins, donc voilà, donc ça va être un brief assez rapide avec un petit rappel et puis des petites nouveautés parce que il s'est passé des petites choses ce week-end, même si c'est pas grand chose, sachant que les institutions ne sont pas là le week-end, donc voilà, il s'est pas passé grand chose et ça risque d'être intéressant cette semaine. Alors pour le Bitcoin en daily, on dirait que le taf a bien été fait, lors du précédent brief, on avait identifié 7 zones de combat ici entre les 8004 et 9004, et tant qu'on casse pas une de ces deux bornes, à mon sens il n'y aura pas un directionnel dans ce marché, donc que ce soit un directionnel haussier ou baissier. Donc tout simplement ici c'est le paradis des range traders, donc un range de 1000$ ici entre les 8004 et les 9004, les range traders qui vont essayer de défendre le haut de cette zone, donc de shorter le haut de cette zone simplement pour prendre des profits sur le bas de cette zone, et de faire l'inverse, d'acheter le bas de cette zone en prenant des profits sur le haut de cette zone. Donc c'est tout simplement les stratégies de range, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant les range traders s'amusent un petit peu ici dans cette consolidation. Alors je le répète encore une fois, mais est-ce que le top a été trouvé ici? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Pour l'instant c'est trop tôt, peut-être que oui, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Je vous ai expliqué ce qu'on va voir quand un marché dessine un top. Idéalement on voudrait voir un momentum qui s'essouffle, donc un momentum qui nous montre que le mouvement perd de sa force. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le momentum. Faut savoir que le momentum ne prédit pas le prix, ok. C'est pas parce que le cours dessine une divergence que ok, le cours va baisser. Non, en fait le momentum il vous traduit juste la force d'un mouvement et il vous indique qu'il se passe quelque chose ou non dans la dynamique interne. C'est-à-dire que par exemple ici, le momentum pourrait nous suggérer que si ici nous avons un momentum qui redevient bear, qui recrosse les zéros, nous allons avoir une énorme divergence. Donc ça ne veut pas dire que le cours va baisser, ça veut simplement dire que ici ce mouvement perd de sa force, qu'il devient faible, qu'il est peut-être proche de sa fin. Et on dit bien peut-être, mais ça ne veut pas dire que le cours va tomber, ok. Ça veut simplement dire que le mouvement perd de sa force. Ce qu'on veut voir quand on a une divergence qui se met en place, qui nous montre que ok le mouvement perd de sa force, c'est ensuite voir un M se dessiner qui ici vous montre que ok la dynamique s'inverse. Parce que là vous passez d'un marché qui vous fait des W à un M, et là ça vous montre que ok la dynamique elle s'inverse. Pour l'instant c'est pas le cas, la dynamique n'est pas inversée, donc pour l'instant on est simplement dans une consolidation, alors que c'est une consolidation qui va justement mener à un top et qui ensuite nous mènera dans une dynamique qui est baissière. Ça c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours, peut-être cette semaine, très probablement même, ou alors est-ce qu'on est dans une simple consolidation, et auquel cas les traders de continuation eux vont essayer de chercher, comme on l'avait déjà dessiné, des setups de continuation, donc nous le R2D2 dans notre cas, qui target simplement des mouvements de type AB égale CD, et je vais parler de plusieurs mouvements aujourd'hui, mais voilà, donc là actuellement pour moi il y a deux types de traders qui s'opposent, les counter trend traders, donc ceux qui veulent trade les rallyes contre tendance, et les autres traders, ceux qui veulent trade les mouvements de continuation. Donc s'il est totalement cohérent de voir un trader de rallye contre tendance vouloir shorter ce marché, et de voir un trader de continuation de vouloir acheter ce marché. Mais je le répète tout le temps, notre rôle en tant que trader c'est pas de prédire l'avenir, ok. Notre rôle c'est simplement de trouver des conditions de marché qui, lorsqu'elles se présentent à nous, d'agir tout en restant rationnel. Notre but c'est pas de subir le marché, c'est d'imposer nos conditions au marché, et lorsque ces conditions se montrent à nous, de devoir agir, et lorsque ces conditions ne se montrent pas à nous, de rester off et d'attendre l'opportunité, donc d'attendre que les conditions que nous cherchons justement se présentent à nous. C'est ça un trader, c'est pas quelqu'un qui va prédire l'avenir. Donc ici on a juste deux types de traders qui vont s'opposer,
Donc voilà, comme j'ai dit, les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation, qui va gagner, on n'en sait rien, c'est le marché qui donnera l'issue finale, hein, entre les traders de rallye contre tendance et les traders de continuation, tout simplement. Et nous actuellement, bah, aujourd'hui je vais parler des deux setups, hein, donc je l'avais déjà fait vendredi mais je vais le refaire aujourd'hui, mais voilà, ça ce sera pour plus tard. Donc en daily, comme je l'ai dit, actuellement aucun signe de top, on est en train de travailler cette trendline ici, donc j'entends beaucoup de bêtises malheureusement à mon sens, hein, où j'entends oui, si on break la trendline c'est le retour du bull market, etc. Non, faut savoir que ça ne fonctionne pas comme ça. Rappelez-vous, lorsque le cours casse la trendline, ce qu'on va voir de l'autre côté ensuite, c'est un W, donc une structure qui nous prouve que ce break est réel, ok. Si le cours arrive à dessiner un W de l'autre côté de cette trendline, si on la casse, bien entendu, là on se dira, ok, c'est bullish, ok, on est prêt à repartir sur un mouvement de continuation. Mais un simple break de trendline ne suffit pas. Je vous l'avais montré ici, on en parlait depuis pas mal de temps dans les briefs lorsqu'on avait cassé cette trendline ici. On le disait, attention, pour que ce soit bullish, pour avoir des mouvements de continuation, on veut un W ici. Qu'est-ce que le cours nous a fait? Il nous a fait un M, donc on est revenu longer la trendline. On pourrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, le cours pourrait très bien casser la trendline, tout le monde devient bullish parce que, oh là là, on a cassé la trendline, ça y est, retour du bull market, mais non. Attention, si le cours derrière nous structure un M, ce qui sera le plus probable, c'est de revenir longer cette trendline. Et ici, ça n'aurait été qu'un gros head fake, un bull trap, ok, un piège haussier. Donc ici, en gros, si on casse la trendline et que derrière on dessine un M, ça serait ok. Ici on a piégé tous ceux qui sont rentrés sur breakout et derrière on va les liquider, on les recte tout simplement. Et le marché, très généralement, lorsqu'il fait un break de trendline mais qu'il n'arrive pas à structurer une structure haussière, donc ici c'est un break haussier, donc on veut une structure haussière, donc une structure haussière c'est un W, et ben simplement le but si on fait un M c'est de revenir longer cette trendline comme on l'avait fait ici. Ici le marché fait un M et on revient longer la trendline, ok, on pourrait faire exactement la même chose. Donc non, si ce marché break cette trendline, ce n'est pas un bull market, ok. J'entends beaucoup de bêtises malheureusement là-dessus, mais il faut comprendre justement comment fonctionnent les trendlines, ok. Donc voilà, cette trendline justement est vue de tous, donc je vais reprendre ce que j'ai dit vendredi, donc potentiellement ici on peut trouver beaucoup de shorters et qu'est-ce que peuvent faire les market makers? Bah aller chercher les liquidations de ces shorters tout simplement parce que ça crée de la liquidité, et je le répète, un market maker ne manipule pas le prix, en tout cas c'est pas son objectif, peut-être qu'ils le font, mais en tout cas c'est pas le but recherché. Le but du market maker c'est tout simplement d'aller là où il y a le plus de liquidité, hein, et lui son but c'est d'y aller pour que ça lui coûte le moins cher possible. C'est-à-dire que si le market maker se dit ok là j'ai énormément de liquidité, mais s'il se dit ok non ça me coûte trop cher d'aller là, ça l'intéresse pas. Ok, en fait il peut y avoir plus de liquidité ici que ici par exemple, mais le market maker ça peut être plus rentable pour lui d'aller ici que d'aller ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le market maker lui son but c'est de se dire ok moi il faut que je fasse en sorte que ça me coûte le moins cher possible. Donc si ici il y a énormément de liquidité, le market maker va se dire ok ici je vais stacker un maximum de shorts, je vais accumuler un maximum de shorts, je veux que des gens shortent ce marché pour qu'en plus j'aille les liquider et que je puisse apporter toute cette liquidité ici grâce aux liquidations dans cette zone ici, ok. Donc la question qu'on peut se poser c'est: est-ce que les buts des market makers actuellement c'est de ramener le cours plus haut parce que pour eux il y a plus de liquidité ici et ils sont en train de se dire ok moi je vais accumuler un maximum de shorters pour ramener la liquidité là-haut et exécuter cette liquidité? Parce que je le répète, mais un shorter lorsqu'il clôture sa position ou lorsqu'il est liquidé, donc il est forcé, donc sa position se clôture automatiquement. Lorsque vous shortez, vous faites de la vente à découvert, c'est une promesse de rachat à l'avenir. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui je short un bitcoin, ce bitcoin je serai obligé de le racheter, donc idéalement moi je vais le racheter moins cher, mais si jamais le cours monte, et moi je vais devoir le racheter plus cher et donc je vais perdre de l'argent, ok. Donc c'est comme ça que ça marche, mais en tout cas quand vous shortez vous faites une promesse de rachat. Donc le market maker peut se servir de tous ceux qui shortent ici pour se dire ok moi je les ramène plus haut et comme ça je vais les forcer à racheter leur position ici pour exécuter la liquidité qui attend ici, ok. Parce que je le répète, le market maker il est payé en passant le plus de transactions possibles, en exécutant le plus de liquidité possible. Si votre ordre généralement passe, c'est grâce au market maker, et nous sommes tous entre guillemets des market makers, hein. Lorsque vous achetez au marché vous êtes market maker tout simplement, ou lorsque vous vendez. Voilà, mais en gros, le market maker, lui, il n'a pas d'objectif bull ou bear, il veut juste aller là où il y a le plus de liquidité parce qu'il est payé ainsi, ok. Et les market makers ont une poche de liquidité qu'on dit entre guillemets infini, parce que voilà, ce sont des gens qui ont beaucoup de liquidité à apporter au marché, tout simplement. Donc voilà, donc c'était pour revenir un petit peu sur les market makers, parce que j'ai l'impression que ça, vous avez l'impression un petit peu que les market makers c'est un petit peu la théorie du complot où ils sont contre tout le monde, etc. Mais non, leur rôle c'est juste d'aller là où il y a le plus de liquidité, tout simplement, hein. C'est comme ça que fonctionne le marché, et si votre ordre passe, c'est grâce à ces market makers majoritairement, voilà.
Donc ça c'était pour revenir sur les market makers. Donc là au niveau de la technique on va aller un petit peu voir le momentum, on va aller voir William par exemple. Donc on va parler de l'OBV avant. Donc au niveau de l'OBV, toujours un OBV croissant, donc les capitaux semblent rentrer ici, toujours pas de signe de M ici, donc pas à s'inquiéter pour le moment. On avait un gros réveil des bulls ici, réveil des bears juste derrière, donc vous voyez ici clairement un gros combat au sein de cette battle zone. Qui va gagner, j'en sais strictement rien, c'est du 50-50, hein. Personne peut vous dire oui on va casser à la baisse, on va casser à la hausse, et notre but c'est pas de prédire, encore une fois, c'est de s'imposer des conditions comme on va le voir après. Alors au niveau de MACD, toujours rien pour moi ici, il n'y a toujours pas de divergence confirmée. Pour moi le momentum ici est toujours bull, hein, depuis ce W ici. Je vais vous remettre un petit peu l'histogramme, hein, mais pour moi les bulls ont récupéré le momentum sur MACD depuis exactement ici, depuis le 23 avril pour le coup. Donc voilà, pour l'instant je vois toujours pas de signe de M ici, donc au niveau de MACD pas à s'inquiéter. Le momentum semble toujours bullish, cependant vigilance, la divergence ici n'est que potentielle, et pour qu'elle se confirme il faudrait ici avoir un cross des zéros, donc on est loin encore, et je le répète, une divergence confirmée ne veut pas dire le cours va baisser, une divergence ne prédit pas le cours, elle indique juste la force du mouvement et comment est la force de la dynamique. Et si cette divergence se confirme, on pourrait se dire ok, la dynamique s'affaiblit, le mouvement devient de plus en plus faible, et peut-être qu'ensuite on va instaurer une dynamique baissière qui aura posé un top ici à 9400$. Je le répète, mais pour l'instant c'est pas le cas. Peut-être que ça va évoluer cette semaine, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire oui, ici c'était le top, non. Par contre, lorsque à mes yeux j'ai les confirmations, je vous dirais ok, ici c'était le top. Pour l'instant, on ne peut pas être sûr que c'est le top. Au niveau du RSI, alors ce qui est intéressant hier, c'est qu'on avait le RSI qui était comme ceci, et si on clôture en l'état aujourd'hui, on aura un petit M ici, et on quittera la zone de surachat, et on se dira ok, ici le RSI nous imprime un M, et on pourra se dire ok, ici, soit les bears reprennent le contrôle du momentum, hein, donc ça dépend des points de vue, ou soit en tout cas les bulls doivent laisser le moteur refroidir. Donc voilà, il y a deux points de vue, il n'y en a aucun qui est incorrect ou aucun qui est correct, et les deux peuvent se dire, donc vous pouvez vous dire ok, les bears reprennent le contrôle du momentum, ou vous dire ok, les bulls peuvent laisser le moteur refroidir, tout simplement. Moi je serais plus apte à dire ok, les bulls doivent laisser le moteur refroidir dans un premier temps, et ensuite on verra pour moi si les bears contrôlent le momentum, hein. Donc je voudrais voir une dynamique baissière tout simplement sur le RSI, ok, parce que c'est comme ici, si vous avez un petit M qui vous dit ok, bulls laissez le moteur refroidir, mais derrière le cours reprend bien une dynamique qui est haussière, ok. Donc voilà, ça dépend des points de vue, il n'y a pas d'interprétation fausse ou bonne, ça dépend vraiment que du point de vue. Mais en tout cas ici, si on clôture comme ça dans la journée, on pourrait se dire ok, enfin si ce soir on clôture comme ça, on pourrait se dire ok, les bulls doivent laisser le moteur refroidir, et potentiellement on pourrait avoir une résolution baissière de cette battle zone, et pourquoi pas retrouver des prix plus bas ensuite, ok. Donc on va tracer un petit Fibo, et on va reprendre les concepts de ranging et de trending market tout simplement. Donc rappelez-vous ici, on estime que ici pour nous on est dans un range, hein, marqué par ces deux bornes ici, donc cette borne A et cette borne B. Pourquoi? Parce que ici le premier arrêt a été travaillé et il a été cédé, donc probablement qu'on peut aller faire un tour dans la zone de rechargement de short ici entre les 10 000 et les 11 700$, voire même plus haut, qui sait. Donc voilà, c'est pas à exclure vu que le premier arrêt ici a été cassé. On va aussi parler un petit peu du volume profile, hein. Donc si je prends justement le volume profile donc sur ce range, hein, donc de ce point A à ce point B, on peut voir qu'on est bien venu chercher la value basse, on est dans la value actuellement, et en gros on a une règle des 80% qui nous dit que le cours a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute tout simplement. Donc ici les 10 300$, hein, donc potentiellement d'aller chercher la value haute. Pour moi ça fait sens dans un ranging market de regarder un petit peu les règles de 80%, ou en tout cas d'identifier les bornes hautes du volume profile, tout simplement la borne ici et la borne basse, ok. Donc vous voyez ici, quand c'est un petit peu moins coloré c'est la borne basse, quand c'est bien coloré c'est la borne normale, on va appeler ça comme ça, et quand c'est un peu moins coloré c'est la borne haute tout simplement. Donc voilà, ça c'est la value, ça c'est la value haute, et ça c'est la value basse. Et on dit qu'en gros lorsqu'on vient chercher la value basse, qu'on réintègre la value avec deux candles consécutives, on peut aller voir la value haute. Et cette value haute, si on prend le range ici, hein, si on affiche que la zone de prix ici, et le haut de la value est à 10 300. Donc pour moi ça ferait sens d'aller chercher le haut de cette value si nous sommes bien dans un ranging market. Et pour moi nous sommes dans un ranging market puisque le premier arrêt a été cassé. Donc ça c'est simplement le concept du premier arrêt. Voilà ce à quoi on peut s'attendre vu que le premier arrêt a été cassé. Donc potentiellement faire un petit tour ici, revenir chercher le ratio doré, hein, qui arrive, le ratio 0,618, hein, donc le ratio doré qui arrive sur les 10 000$, gros chiffre rond psychologique, donc pourquoi pas.
Voilà, pourquoi pas. Mais actuellement, en tout cas, consolidation. Donc, comment va être résolue cette consolidation? Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? On n'en sait rien. Si c'est à la baisse, on pourrait dire, ok, potentiellement, on peut aller refaire un tour ici sur le premier arrêt à 7300 $ et ensuite on voit. C'est-à-dire que par exemple, si on casse comme ceci et qu'on fait ça en V, on pourrait se dire, ok, la dynamique n'est toujours pas baissière hein, parce qu'on fait des W bottom avec un V top sur ce mouvement et on pourrait se dire, ok, potentiellement aller taguer le premier arrêt et ensuite on regarde si ce mouvement est toujours un mouvement bullish, auquel cas si jamais on est apte à aller plus haut, ou alors si jamais on reprend une dynamique baissière, que le marché commence à nous faire des M et qu'on s'affranchit du premier arrêt, on se dira ok, là il est très probable d'aller faire un tour dans cette zone de rechargement, ici, entre les 6000 et les 5000, et là je m'adresse aux investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, du dollar cost average, hein, donc tout simplement de lisser votre prix d'entrée, et bien pour vous, la zone qui est très très intéressante, si vous voulez faire du DCA intelligemment, à mon sens, c'est d'acheter la zone de rechargement, tout simplement, voilà, à mon sens, pour se construire une bonne moyenne à long terme, si vous décidez d'investir, je sais pas, en 5 fois, en 10 fois, etc., ben, idéalement, acheter les zones de rechargement, à mon sens, sur le long terme, ça permet d'être une bonne stratégie. Mais encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne peux pas vous dire quoi faire. Je peux vous dire, à mon sens, ce qui serait intéressant ou non de faire. Mais à mon sens, acheter ici, ça me paraîtrait pas intéressant si j'étais trader de DCA. Pourquoi? Bah parce que premièrement, on n'achète pas un marché vertical, je le répète, hein, je le répéterai jamais assez, mais on n'achète jamais un marché qui est vertical. On prend nos profits lorsque le marché est vertical, ok? On achète un marché horizontal, comme ça pouvait être le cas ici. Ici, ça pouvait se faire une stratégie de DCA, encore une fois, mais on achète un marché lorsqu'il est horizontal, pas quand il est vertical, encore une fois, ok? Donc voilà, donc pour le daily je vois rien de plus à dire, hein. Donc si le RSI nous structure un émission, on pourrait se dire ok, on quitte la zone de surachat, peut-être que William suivra aussi en quittant son enfoncement et on se dira ok, les bulls doivent refroidir, doivent laisser le moteur refroidir, hein, les bulls doivent respirer un petit peu. Alors est-ce que ça posera un top ensuite? Bah, c'est la question qu'on se posera, et encore une fois, si le marché doit poser un top, il repartira sur une dynamique baissière. Pour l'instant ce n'est pas le cas, ok? Et on pourrait aussi très bien aller chercher le premier arrêt aux alentours des 7300 et là on verra si ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bullish tant que le premier arrêt ne cède pas, hein. Je vous avais expliqué dans un brief que lorsque ce premier arrêt ne cède pas, l'objectif des bulls c'est d'aller chercher un plus haut, donc tant que le premier arrêt ne casse pas, potentiellement les bulls peuvent se dire ok, nous notre objectif c'est d'aller péter les 9004, ok, donc attention, ici ça pourrait juste être un gros bear trap hein, pour accumuler un maximum de shorters ici, pour aller liquider et ensuite aller chercher la zone de rechargement de short, donc à mon sens surveiller la dynamique et surveiller le premier arrêt, et c'est ce qu'on va faire dans les briefs des prochains jours. Au niveau des spreads forwards, même les spreads semblent indiquer aux bulls de commencer à se calmer, en tout cas pour le moment. En tout cas, pas de signe de M ici, hein, donc pas à s'inquiéter pour les bulls. On est toujours bien sur une dynamique qui est haussière. Si je passe en daily, ici, si je prends bien ce mouvement, on est bien sur une dynamique qui est haussière. Donc la demande surperforme l'offre. On est toujours en train d'imprimer des W, pas de signe de M ici. Tant que nous ne cassons pas ici, ok? Donc potentiellement il y a un gros M ici qui se met en place et là ça sera très très mauvais signe, hein. Et à mon sens actuellement c'est très difficile d'avoir des spreads sous contango, d'avoir une demande qui est croissante parce que comme je l'ai expliqué, actuellement on est à 8700 $, et il faut savoir qu'on a un prix de production on va dire grosso modo entre 3000 et 6000, donc post-halving qui peut faire x2, et on pourrait se retrouver avec un prix de production entre 6000 et 12000. Il faut savoir que l'halving c'est dans 2 semaines si je dis pas de conneries, dans une quinzaine de jours, et plus les jours passent, et plus les probabilités d'être à un prix au-dessus de production post-halving diminue. Donc à mon sens c'est pour ça que potentiellement on a des mineurs qui peuvent se servir des contrats forwards pour vendre au plus vite leur bitcoin, hein, s'ils sont pessimistes à l'avenir au niveau du prix, ou si tout simplement ils ne veulent pas se retrouver avec des bitcoins minés entre guillemets à perte, hein, en tout cas voilà, sécurisé au maximum, donc c'est pour ça qu'à mon sens c'est compliqué d'avoir des spreads sous contango. Je le répète, les spreads ne sont pas les forwards pardon, les contrats forwards ne sont pas utilisés que par des mineurs, hein. Faut pas associer mineurs et contrats forwards, je préfère le répéter, mais voilà, ça peut être une interprétation, qu'elle soit bonne ou totalement fausse de ma part, ok? Moi ici je fais juste une petite interprétation et potentiellement expliquer, essayer de comprendre un peu pourquoi ce marché n'arrive pas à trouver de demande actuellement sur nos spreads forwards tout simplement, ou en tout cas que nos spreads forwards ne reflètent pas une demande qui est plus conséquente que ça.
Au niveau de Ethereum et LTC, c'est à peu près la même chose, hein. Ici les spreads indiquent au bulls de se calmer. Ici on est repassé en backwardation, donc on a une offre supérieure à la demande, je le répète, mais c'est pas ce qu'on veut voir dans un mouvement haussier. Et au niveau de notre analyse intermarket, de savoir comment les capitaux se déplacent ici, si on recommence à redévelopper des petits W, à restructurer des W, on pourrait dire ok, les capitaux sont en train de quitter le Bitcoin et les altcoins pour retourner dans l'USDT, et ça c'est pas bullish, hein. Si les capitaux quittent le BTC et les altcoins pour aller dans l'USDT, ça diminue la pression acheteuse encore une fois, et ça serait pas bullish ici encore une fois, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller cette semaine aussi nos spreads comme d'habitude, comme on le fait toujours, et un petit peu l'analyse intermarket pour savoir comment se déplacent les capitaux. Donc on va parler des risk on risk off maintenant. Donc est-ce que Bitcoin est toujours corrélé un petit peu au S&P 500, au risk on, au risk asset? C'est la question qu'on va se poser en tout cas sur ce mouvement, clairement c'était le cas. Est-ce que ça va encore être le cas? C'est une question qu'on peut se poser. Alors est-ce que cette semaine, si ça dégueule à Wall Street, est-ce que le Bitcoin va suivre? Donc est-ce que les capitaux vont quitter les risk assets et est-ce que Bitcoin va subir justement ces capitaux qui peuvent se barrer des risk assets, hein, pour aller dans les risk off par exemple, ou même les capitaux qui se barrent dans le dollar par exemple? C'est une question qu'on peut se poser, et nous on surveillera ça cette semaine, et c'est pour ça qu'on va aller checker un petit peu comment se comporte la dynamique aujourd'hui du S&P, en tout cas comment on a clôturé vendredi. Donc de ce que je vois, tout simplement on est bien venu rechercher la zone de rechargement de short ici. Alors de se dire est-ce que ce rallye est terminé? Pour l'instant pour moi non, on n'a toujours pas de signe de dynamique baissière ici. Est-ce qu'on voit un M qui nous dit ok la dynamique ici est baissière? Pour l'instant pour moi non, la dynamique ici n'est pas baissière, donc pour moi ce rallye n'est pas fini. On va aller checker un petit peu le momentum. Déjà William, est-ce que William a quitté son état d'enfoncement? Non. Donc ici est-ce que ça veut dire que les bulls doivent se calmer? Toujours pas actuellement, donc ça va peut-être changer cette semaine, hein. Donc on surveillera ça, mais actuellement c'est pas le cas. Petit M ici sur William R, donc intéressant, donc voilà, de voir ce M se dessiner sur William R, et de voir si justement William quitte son état d'enfoncement ici. Là on se dira ok, les bulls doivent souffler, et si aussi cette divergence se confirme sur le momentum, hein, donc si on a un momentum qui crosse les zéros, on se dira ok, si la divergence est confirmée, donc ce mouvement perd de sa force, et ensuite ce qu'on aimerait voir c'est un M se mettre en place, et là on se dira ok, on repart sur une dynamique baissière. Donc potentiellement si on repart sur une dynamique baissière sur le S&P, si Bitcoin est toujours corrélé au S&P, en tout cas s'il se comporte comme un risk asset, et Bitcoin pourrait aussi connaître tout simplement les capitaux qui peuvent se barrer de Bitcoin, hein, donc se barrer des risk assets, donc connaître une pression vendeuse sur le Bitcoin et potentiellement repartir aussi sur une dynamique baissière sur le Bitcoin et instaurer un top à 9004. Donc actuellement c'est pas le cas, mais on surveillera justement cette semaine comment on va se comporter un petit peu le S&P, et de voir si les capitaux vont quitter les risk assets, hein, comme ils étaient en train de le faire vendredi, pour potentiellement aller dans les risk off, hein, potentiellement le gold qui ici lui peut nous créer un mouvement de continuation ici, et peut redéclencher une vague de hausse, et on pourrait se dire ok, les capitaux vont dans la risk off, quittent plutôt les risk assets, donc Bitcoin pourrait être recherché à la vente par nos big boys potentiellement, et on pourrait reconnaître une vague de vente sur le BTC. Je me répète, donc voilà, à surveiller cette semaine comment vont se comporter les risk assets, et comment va se comporter tout simplement le BTC face à ça, si on connaît des vagues de vente sur les risk assets. Donc on avait dessiné aussi vendredi en se quittant un potentiel trade, un petit setup de continuation, donc R2D2 ici. Donc actuellement personnellement je dirais que ici on a notre premier creux, qu'on potentiellement avait notre deuxième creux, mais pour moi ici non, ce deuxième creux a été cassé, donc ici on est peut-être à la recherche d'un deuxième creux pour ensuite avoir un troisième creux pour encadrer tout simplement une prise de position ici, hein, donc tout simplement un mouvement de continuation AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 10 490, 10 490 $, et ici je le répète, on ne cherche pas à prédire l'avenir, on cherche juste des conditions. Quelles sont les conditions? Que le cours revienne retracer au minimum entre 0,33 et 0,66, donc là ça c'est la raison de localisation. Le cours a bien fait ça, on est bien entre les 0,33 et 0,66. Ensuite on voudrait avoir 3 creux ascendants pour se protéger, hein. Donc pour placer notre stop juste ici, d'ailleurs le Fibo je vais bien le replacer pour que ce soit plus précis. Voilà, juste ici, donc voilà, 10 499 cette fois-ci. Donc avoir la raison de localisation, on essaierait d'avoir 3 creux, donc comme ceci par exemple, 3 creux, et ensuite une structure. Moi personnellement j'ai une petite structure en W pour déclencher ce setup de continuation, donc avoir un creux, 2 creux, 3 creux ascendants, la structure et ma confirmation momentum, hein. Ça serait tout simplement le biais institutionnel bullish pour résoudre un petit peu ce setup de continuation, ok, pour déclencher ce setup de continuation. Actuellement c'est pas le cas, on n'a pas nos troisième creux, donc les traders de continuation ne peuvent pas agir ici.
ok. Donc voilà, on va surveiller ça, potentiellement on essaie de trouver un deuxième creux ici, pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais passer en 4 heures, on va checker un petit peu si maintenant cette fois-ci les traders de rallye contre tendance peuvent shorter ce marché. Donc la localisation on l'a, on est dans la zone de rechargement de short de tout ce mouvement ici, donc la localisation, les traders de rallye contre tendance ils l'ont, ils ont la première raison, la localisation. Est-ce qu'ils ont la confirmation momentum? Bah pour moi qui utilise MACD, non, on peut l'avoir autrement, ça peut être le biais institutionnel, hein. Donc si le biais institutionnel cross bear ici, on pourrait se dire ok ils ont leur confirmation momentum, personnellement je vais avoir une divergence MACD, actuellement je n'ai pas de divergence, ok. Donc pour moi ici bah j'ai pas de confirmation momentum, hein, donc je pourrais pas prendre ici un short hein, si j'étais un trader de rallye contre tendance encore une fois. Et troisièmement ce qu'il faudrait c'est la structure, hein. Donc si ici le marché nous imprime un M, déjà on pourrait dire ok en 4 heures on récupère une dynamique qui est baissière, ici nous imprimons un gros M, et tout simplement ça pourrait encadrer un trade pour les traders de rallye contre tendance, hein, donc de pouvoir shorter ce marché. Donc vous voyez ici, on peut trouver des conditions qui nous permettent de short, on peut trouver des conditions qui nous permettent d'acheter, ça dépend juste des profils. Si vous êtes trader de continuation ou trader de rallye contre tendance, si vous êtes les deux, que vous tradez les deux types de setup, vous pouvez vous dire ok, comment je peux me dire quel type de setup je dois prendre. Donc par exemple, vous pouvez vous dire ok, le setup de continuation se présente en premier, mais moi je suis plus trader de rallye contre tendance, donc auquel cas vous n'allez pas faire attention aux conditions du setup de continuation, et vous allez vous dire ok moi je veux mes conditions pour mon trade de rallye contre tendance. Mais si les deux conditions potentiellement, ou en tout cas si vous ne savez pas encore une fois quel setup choisir, si elle se présente à vous, bah, vous pouvez choisir ça avec des conditions externes. Donc j'en avais parlé dans le Discord, mais par exemple ça peut être de se dire ok dans quel type de mouvement on évolue. Est-ce qu'on évolue dans un trending market ou est-ce qu'on évolue dans un ranging market? Donc voilà, si c'est un trending market, vous pouvez vous dire ok donc moi je suis plus apte à trader les mouvements de continuation. Si c'est un ranging market, vous pouvez vous dire ok moi je suis plus apte à trader les rallyes contre tendance. Encore une fois ça peut être autre chose, ça peut être par exemple se dire ok moi si mon biais institutionnel en daily il est bullish, tant que c'est bullish je vais chercher des setups de continuation. Lorsqu'il va passer bearish vous allez vous dire ok, lorsqu'il va passer bearish pardon vous allez vous dire ok moi je veux trader des setups de rallye contre tendance maintenant. Donc voilà, il y a plein de types de setups, en tout cas il y a deux types de setups. Enfin, il peut en avoir plus, hein. Personnellement j'estime qu'il y a les setups de continuation ou de rallye contre tendance, et donc on peut établir d'autres conditions qui nous permettent justement de se dire ok quel type de setup je vais trader ici. Est-ce que j'ai plus de probabilité de réussir si je trade un potentiel setup de contre tendance ici, ou si j'ai plus de probabilité de réussir si je trade un setup de continuation. Donc voilà, ça c'est des conditions que vous devez, des conditions externes hein, que vous devez établir, hein. Donc je vous ai donné des petites pistes, mais après c'est à vous d'essayer, hein, justement je peux pas vous dire ce qui peut réussir ou ce qui ne peut pas réussir pour vous, il faut essayer. Donc paper trading, et ensuite on regarde, on fait des petites stats, on se dit ok j'ai eu plus de réussite lorsque mon biais institutionnel était bullish en daily par exemple pour mes setups de continuation, donc je vais chercher à trader des setups de continuation lorsque le biais institutionnel est bullish par exemple, ok. Lorsqu'il passe bearish, et ben là je vais être amené à chercher des setups de rallye contre tendance. Donc voilà, ici ça ne dépend que de vous. Mais en tout cas pour moi pour l'instant je n'ai pas de confirmation momentum ici, donc je ne pourrais pas déclencher un setup de rallye contre tendance pour le moment, ok. Donc voilà. D'ailleurs dans la structure de prix vous le voyez ici, il y a un petit W qui s'est imprimé, mais attention si ce W est coincé dans un M ça serait très bearish, hein. Rappelez-vous les structures bullish coincées dans une plus grosse structure bearish, et ben c'est très bearish. Ça vous dit qu'ici il y a beaucoup potentiellement de bulls qui sont coincés si ce M est résolu, et tout simplement ça pourrait accentuer une baisse, hein, parce que ces bulls peuvent se faire liquider tout simplement. Donc voilà, donc je vois rien de plus à dire, on va aller un petit peu sur Bitfinex pour le coup, il faut que je change un petit peu de chart. Donc ça c'était les précédents setups de continuation, donc je vais pouvoir les supprimer parce qu'on va on va parler d'un autre setup de continuation et je vais vous dire pourquoi moi je serais plus apte à trader ce genre de mouvement. Donc là c'est un autre mouvement qui va être plus important, qui pourrait emmener le Bitcoin plus haut sur ce genre de setup. Donc tout simplement, moi personnellement si j'étais trader de continuation je serais plus apte à essayer de trader ce mouvement, ok. Alors pourquoi ici je vais tracer un Fibo comme ceci, hein, donc je vais tracer ce Fibo ici pour voir si on a bien retracé à 0.33 0.66, oui ici le premier creux est bien 0.33 donc c'est valide, hein. Mais là je vais passer plus sur un Fib comme ça, hein, donc avec les ratios classiques, hein, 38.2 0.618 0.786. Pourquoi je trace mon Fibo ici? Parce que moi j'estime que le mouvement de continuation, enfin
la structure qui a permis de déclencher ce mouvement de continuation, c'est ce W ici, ok. Donc vous le voyez ici, ce W, et le creux de ce W est ici, à 6400$. Donc c'est pour ça que je place mon Fibo juste ici, à 6400 ici, grosso modo, voilà, 6500, grosso modo, 6486, 90, voilà, en tout cas ici, vous le voyez, ce W qui a permis à mon sens de lancer ce mouvement de continuation à la hausse. Donc à mon sens, ce serait très intéressant de voir le premier arrêt être maintenu par les bulls sur ce mouvement de continuation ici. Et à mon sens, ici, ça pourrait encadrer un mouvement de continuation beaucoup plus important, ok, donc un mouvement de continuation plus important comme ceci, et donc de potentiellement encadrer mon setup de continuation avec tout ce mouvement AB égale CD. Ok, j'espère que vous me suivez, j'espère que c'est assez clair. Donc en gros, grosso modo, ça donnerait ça. Ça donnerait ici premier creux, on peut être amené à chercher un deuxième creux, un troisième creux, donc ici en 4 heures ça donnerait quelque chose comme ceci, et encadrer l'entrée ici sur ce W potentiel, hein, tout simplement ici, pardon. Donc tant que ce creux ne casse pas, avoir un W potentiel et d'encadrer l'entrée ici, et au niveau du risk management, du risk reward, ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc l'entrée se ferait ici, le stop encore une fois toujours sous le creux ultime, hein. Des fois on demande oui comment tu gères la gestion du risque sur le setup R2D2, bah, c'est tout simplement de mettre son stop sous le creux ultime qui encadre nos autres creux ascendants, ok. Et ici la target max ça serait tout simplement ici, donc à 11 359$, donc vous voyez ça donne une target plus haute. Donc au final venir chercher la zone de rechargement de short, hein, tout simplement. Et il faut savoir que dans cette zone de rechargement de short, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais rappelez-vous, il y a toujours notre gap futur qui est juste ici, donc à 11 950$, donc potentiellement venir chercher ce gap futur à horizon de l'halving, hein, de nous faire un petit peu un buy de rumor, sell de news, hein, donc on fait un pump pour l'halving et on vend justement l'halving, donc pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était juste pour rappeler le gap à 11 900$, mais en tout cas, moi si j'étais trader de continuation, et je reviens dessus, j'essaierais d'encadrer mon trade ainsi et la target serait plus haute. Alors ce qui m'intéresse ici avec ce setup de continuation, bah, c'est tout simplement ici que pour passer à break-even, on attend en fait que le cours vienne chercher le Big Fat Round Number ou quasiment les 9888$. Donc c'est ce qui m'intéresse avec ce setup, hein, de passer à break-even proche du Big Fat Round Number. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de potentiellement trader tout ce mouvement ici. Alors certains pourront se dire oh là là c'est une target complètement irréaliste, mais en fait on s'en fiche de savoir si c'est une target réaliste ou réaliste. Enfin on n'est personne déjà pour juger si c'est une target réaliste ou réaliste, réaliste ou irréaliste, je vais y arriver. Nous notre but c'est juste de trouver les conditions de marché, et lorsqu'elle se présente à nous, d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre en restant rationnel. Mais de ne pas se dire oh là là 11 359 c'est trop haut, donc je ne prends pas le trade. Si le trade se montre, il faut le prendre bien entendu si les conditions sont réunies. Mais auquel cas, comme je vous ai montré, bah, un autre trader de continuation pourrait se dire ok maintenant en fait je préfère tout simplement trader ce genre de mouvement ici. Donc voilà, typiquement un autre trader peut se dire ok moi je peux trader ce mouvement de continuation à B égale CD qui là pourrait ramener à 10 400 comme je vous l'ai montré juste avant. Donc voilà, mais personnellement si j'étais trader de continuation, je chercherais à trader tout ce mouvement. Pourquoi? Bah parce que comme je vous l'ai montré, pour moi ce W a permis de lancer ce mouvement haussier, donc très intéressant de voir si ce premier arrêt ici est maintenu par les bulls et qu'on arrive à structurer 3 creux et à nous faire le W. Je me dirais ok les bulls ici ils ont défendu le premier arrêt en nous faisant un W, je pourrais me dire ok on peut partir sur un mouvement de continuation AB égale CD de tout ce mouvement qui pourrait nous ramener à 11 400 et au final venir chercher la zone de rechargement de short plus haut. Donc voilà, je vous ai parlé des deux types de setup, les setups de contre-tendance et les setups, enfin de rallye de contre-tendance et les setups tout simplement de continuation justement. Donc voilà, on a parlé de tout ça et là on va parler un petit peu d'order flow et promis le brief est fini, je sais qu'il est très long, encore une fois j'ai dit que ça allait être court mais bon, voilà encore pas mal de choses à dire. Donc au niveau de Tensor Chart, ce qui nous permet de voir comment se comporte l'open value, bah très peu d'intérêt encore une fois ici, hein, depuis qu'on est dans ce range grosso modo, on est passé d'un open value de 54 000 au plus haut à 46 000, hein, donc voilà, faible volatilité au niveau de l'open value, donc peu d'intérêt ici, je le répète, mais le marché il aime bien aller dans des zones où il y a beaucoup d'intérêt, actuellement on n'en trouve pas énormément ici, donc raison de plus de pouvoir quitter prochainement cette battle zone, hein, donc cette zone de combat. Est-ce que ce sera à la baisse ou à la hausse, je le répète, j'en sais strictement rien. Voilà, mais en tout cas ici on trouve pas énormément d'intérêt, donc voilà, le marché va essayer d'aller en trouver plus bas ou plus haut. Est-ce qu'il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs dans ce range? J'en sais strictement rien non plus. Ici c'était beaucoup plus clair au passé, hein, lorsque je vous disais pour moi il était très très probable d'aller squeeze les vendeurs, hein. Pourquoi? Parce que
Lorsque le cours baissait fortement, l'open value explosait, donc ici ça montrait qu'il y avait beaucoup d'intérêt vendeur. Quand le cours montait, très peu d'intérêt acheteur, mais là c'est 50-50 à mon sens. Dans ce range, hein, l'intérêt grosso modo le même je pense. Vous voyez ici, quand le cours monte, ça arrive que l'open value augmente, quand le cours baisse, ça arrive aussi que l'open value augmente, quand le cours baisse, ça arrive aussi que l'open value diminue. Mais en tout cas au niveau des liquidations, on voit qu'on liquide presque plus personne ici. Donc le marché va devoir aller chercher des gens à liquider, hein, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et on verra ça plus tard. Mais en tout cas très peu d'intérêt ici, donc je pense que le marché va devoir bientôt se casser de cette zone. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, encore une fois, j'en sais strictement rien. Et au final, on aura une résolution de cette battle zone, hein, à la hausse ou à la baisse, tout simplement. Donc voilà, je vois rien de plus à dire ici. Les liquidations sont décroissantes, hein, donc l'intérêt pour liquider les boules se trouve plus bas. Les liquidations bears aussi sont décroissantes, donc pour liquider les bears, ça se trouve plus haut. Donc ici, ça retraduit aussi bien notre zone de combat. Et au niveau d'ExoCharts, c'est un autre outil d'order flow, je vous avais dit que ici, on avait eu un gros volume, un très très gros volume, et que ici, à mon sens, des big boys essayent de poser un top. Et il faut savoir qu'il y a des big boys qui peuvent être bulls et des big boys qui peuvent être bear. Il faut savoir que les big boys se battent même entre eux. Les baleines, comme vous les appelez dans le marché crypto, peuvent se battre aussi entre elles, hein. Une baleine peut être bear, une autre baleine peut être bull. Et à mon sens, ici, on a un énorme combat qui est en train de se passer sous nos yeux dans cette battle zone, hein. Donc ça fait sens. Ici, à mon sens, c'est un énorme combat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon sens, ici, il y a des big boys qui ont essayé d'instaurer un top. Alors on avait parlé de la zone des 8008, des 9100 et ensuite des 9004. On peut voir que ici, beaucoup d'ordres de vente, on est revenu chercher les 9100, repoussé directement. Donc ici, des big boys défendent beaucoup la zone des 1900. Vous le voyez ici, mais encore une fois, deux gros ordres, hein, qui ont été exécutés. Ça parle en millions, 38 millions, je vais plus zoomer, voilà, 38 millions, 47 millions, 53 millions. Et ici, grosso modo, 61 millions, plus de 50 millions. Donc voilà, ici des big boys qui potentiellement défendent ces zones. Donc ce qui traduit tout simplement ce combat, donc la grosse battle zone, la zone de combat ici, donc ça c'est liquidation, on en parlera après, mais la zone de combat juste ici, et en fait si ces big boys n'arrivent pas à poser un top ici, vu qu'ils ont massivement shorté, et ben ils se feront squeeze, et de gros ordres de vente comme ça, s'ils se font squeeze, ça traduira de gros ordres d'achat, parce que je le répète, un shorter lorsqu'il se fait liquider ou qu'il ferme sa position, ça devient un acheteur, donc il peut tout simplement alimenter une hausse, c'est ça un short squeeze. Donc à mon sens, si les vendeurs qui ici essayent d'instaurer un top ici, n'y arrivent pas, et ben on pourrait partir sur un gros mouvement de continuation potentiellement et venir chercher la zone de rechargement de short. Cependant, si les shorters ici arrivent instaurer un top, ici on pourrait se dire ok, maintenant les big boys sont potentiellement short, et on pourrait se dire ok, potentiellement on va reprendre une dynamique qui est baissière ensuite, et on attendra que les big boys repassent boule entre guillemets, hein, comme ici ça pouvait être le cas. Vous voyez ici des gros volumes avec un gros delta positif, c'était encore le cas dans le passé, hein. Ici vous voyez un gros volume, un gros delta positif, donc on pouvait se dire ok ici les big boys bull, ici encore une fois les big boys bull, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, encore une fois ici les big boys bull, et là on peut se dire ok, potentiellement il y a un short qui est en train d'être imprimé ici. Mais si ce short n'arrive pas, si ce top, un top essaye d'être imposé ici, hein, mais si ce top n'arrive pas à être posé, et ben ils vont se faire squeeze et ça pourrait alimenter une énorme hausse, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici gros combat qui va gagner entre les bulls et les bears, j'en sais strictement rien, mais en tout cas ici clairement il y a des big boys qui sont chauds pour essayer de poser un top ici, hein, donc sur cette candle, hein, donc aux alentours des 9400. Donc en tout cas voilà, des big boys qui sont chauds pour essayer d'instaurer un top. Au niveau des liquidations, ça m'a beaucoup été demandé aussi de checker un petit peu les liquidités potentielles. Donc on peut voir que quand le cours descend, on a de gros ordres de vente, hein, donc là c'est supérieur à 15 millions, donc tous les petits points rouges que vous voyez, c'est généralement des ordres de short de plus de 15 millions de dollars. Il faut savoir que quand le cours monte, on n'a pas vraiment de long qui se déclenche ici, un petit peu ici, mais ils ont été très vite liquidés, et on pourrait se dire que ici potentiellement, grâce à cet outil, on peut se dire que ici, ok, les gens en fait sont plus majoritairement short et que les liquidations sont en train de s'accumuler plus haut, et elles sont potentiellement ici, on voit ici toutes les zones de potentielle liquidation, je le répète, elles sont potentielles parce que l'algorithme, comment il fonctionne, lui dès qu'il voit par exemple plus de 15 millions de shorts exécutés, il place en fait des petits ronds, des petits points ici que vous voyez, et en gros et ben il va calculer en grosso modo 1%, par exemple si c'est un short à x100, il va justement juste placer un petit point 1% au-dessus. Si c'est un x50, il va placer un petit point 2% au-dessus. Si c'est du x25, vous avez compris, hein. Par exemple si vous faites du x100, vous êtes liquidé dès que le marché bouge d'1%, lui l'algorithme il fait quoi ici, cet outil, il va repérer lorsqu'il y a 15 millions de shorts exécutés, et il va placer les petits points qui correspondent aux zones de liquidation qui sont potentielles. Donc par exemple ici les points bleus c'est des x25, donc on pourrait dire que ok, pour venir liquider les x25 de ce week-end, hein, ici il faudrait venir aux alentours des 9002, 9000 $, etc.
Et ici, vu qu'il y a plus de points rouges quand ça baisse que de points verts quand ça monte, on pourrait dire ok, les gens sont plus chauds de shorter ce marché que de l'acheter quand ça monte. Donc on pourrait dire que ok, en fait au final, bah potentiellement on pourrait aller plus haut. Mais au niveau de l'open value, ça je le vois pas tellement. On va checker un petit peu ici sur du court terme, hein. Donc ok, ici le cours latéralise, l'open value ne fait rien. Par contre ici le cours se met à baisser et l'open value augmente. Ok, donc là on pourrait dire ok, il y a de l'intérêt vendeur qui est en train de se créer. Mais ça reste très peu, hein. C'est pas aussi flagrant comme je vous ai montré dans les précédents briefs de ce qu'on avait lors des prochains jours où là vraiment on avait le cours qui descendait, un open value qui explose. Actuellement c'est pas le cas. Ok, donc à mon sens, si l'order flow ne peut pas nous guider pour la prochaine direction, il a pu le faire auparavant, là il ne peut pas le faire, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'ici des big boys essayent de poser un top. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. S'ils y arrivent, potentiellement repartir sur une dynamique baissière et aller se frotter au premier arrêt, et ensuite si le premier arrêt cède, on pourra dire ok, bah la prochaine zone c'est la zone de rechargement, et là on verra si cette zone de rechargement tient et qu'on arrive à poser ici un creux ascendant pour repartir à la hausse, et là on se dira ok, dynamique haussière à moyen long terme, et ça y est, Bitcoin il est reparti pour essayer de nous faire des plus hauts, en tout cas essayer de s'affranchir au minimum des 13 008 et ensuite d'aller plus haut. Et si c'est pas le cas, hein, si jamais ici on part dans une dynamique baissière, qu'on s'affranchit du premier arrêt, qu'on casse la zone de rechargement, et ben on reviendra tester tout simplement ce V-bottom weekly. Je le répète, ici c'est un V-bottom, les V-bottom sont amenés à être testés, donc très probablement qu'on reviendra tester ces prix. Et est-ce qu'on arrivera à instaurer un W qui permettra d'inverser la dynamique, ou est-ce qu'on repartira dans un nouveau M, et auquel cas bah, l'objectif des bears ce sera d'aller casser les 3008 hein, pour aller plus bas tout simplement. Est-ce qu'on ira plus bas? J'en sais strictement rien, mais encore une fois ce sera l'objectif des bears pour eux clairement d'aller péter ce V-bottom hein, pour transformer, de faire un nouveau M tout simplement. Mais en tout cas de ça on en est très très loin. Pour l'instant on est simplement dans une zone de combat et on attend tranquillement la résolution et ensuite de savoir si on part sur une dynamique baissière. Voilà, donc j'espère que ce bruit vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça aide énormément au développement de la chaîne. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Vraiment n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires, ça peut être cool hein, de venir aussi échanger avec la communauté. Donc moi je vous souhaite une excellente semaine, un excellent lundi, et on se retrouve donc très probablement demain pour un prochain brief. Allez, ciao tout le monde.